Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais aborder un nouveau chapitre du programme de spécialité de première et je vais vous parler de la description d'un fluide au repos. Alors pour commencer à introduire ce nouveau chapitre, eh bien je vais définir quelques termes qui apparaissent dans ce titre et notamment tout d'abord le terme de fluide. Alors le fluide c'est un état de la matière pour lequel justement la matière s'adapte à la forme du récipient. Vous voyez donc les trois exemples que je vous ai présentés ici, un solide, un liquide et un gaz, et donc les deux derniers correspondent à la catégorie que j'ai évoquée, à la caractéristique que j'ai indiquée, c'est-à-dire ils peuvent s'adapter à la forme du récipient, on les qualifiera donc de fluides. D'autre part, je parle dans le titre de fluide au repos. Alors qu'est-ce que ça signifie au repos? Cela ne veut pas dire que les constituants internes du liquide et du gaz sont immobiles. Au repos signifie que dans sa globalité, le système, soit liquide, soit gazeux, ne se déplace pas. On verra l'aspect microscopique juste après. Donc vous avez ici par exemple une colonne d'eau contenue dans une éprouvette. À l'intérieur, bien sûr, les molécules d'eau sont en mouvement, mais globalement, la colonne d'eau n'est pas en mouvement, elle est au repos. De la même manière, vous avez ici un gaz enfermé dans une seringue. Les molécules à l'intérieur sont en mouvement, mais globalement, le gaz est au repos. Alors pour expliquer les propriétés, certaines propriétés des fluides, donc liquide ou gaz, on va s'intéresser à l'aspect microscopique et au contenu de ces fluides. Donc macroscopiquement, je vous ai présenté ici donc un verre d'eau et puis des ballons gonflés avec un gaz. On a des caractéristiques qui permettent de décrire ce liquide ou ce gaz. Ces caractéristiques macroscopiques, c'est-à-dire mesurables à notre échelle, peuvent être la pression, la température, la masse volumique ou autre. Eh bien, on va chercher à expliquer l'origine microscopique de ces caractéristiques macroscopiques. Pour cela, petite représentation qui ne vous est pas inconnue concernant l'état liquide et l'état gazeux. À l'état liquide, donc si on prend le cas de ce verre d'eau, il est constitué de molécules d'eau qui sont en contact les unes avec les autres, mais qui ne sont pas complètement figées. Elles peuvent glisser en quelque sorte les unes sur les autres. Elles restent à l'état condensé, c'est un état condensé de la matière, mais il y a un mouvement libre qui permet justement à l'eau de s'adapter à la forme du récipient. Dans le cas d'un gaz, les molécules qui sont en mouvement sont beaucoup plus libres les unes par rapport aux autres, elles sont suffisamment éloignées pour que les interactions, les attractions les unes avec les autres soient relativement faibles, et elles peuvent bouger jusqu'à rencontrer un obstacle qui peut être soit une autre molécule, soit une paroi, mais le mouvement est beaucoup plus libre dans le cas d'un gaz. Alors on va expliquer les trois paramètres que j'ai listés tout à l'heure, pression, température et masse volumique, d'un point de vue microscopique. Qu'est-ce que c'est que la pression d'un gaz ou d'un liquide, donc d'un fluide en général? Cela correspond en fait, son origine vient des chocs issus du mouvement de ces particules. Donc ces particules sont en mouvement, on va dire, globalement aléatoire, et au cours du mouvement, elles viennent frapper la paroi du récipient, et la multitude de tous ces chocs génère une force globale qu'on appelle une force pressante, la force pressante, qui est matérialisée ici. Cette force pressante, compte tenu de toutes les possibilités, eh bien, va être statistiquement perpendiculaire à la paroi qui est ici et orientée du fluide vers la paroi, donc vers l'extérieur de la paroi. Voilà la force pressante qui est représentée. Mais on est plus habitué à utiliser le terme de pression. Alors quel lien y a-t-il entre la pression et la force pressante? Eh bien c'est tout simplement une histoire de surface. Pour bien comprendre la distinction entre les deux, imaginez deux personnes de même masse qui vous marchent sur le pied, l'une porte des espadrilles, l'autre des chaussures à talons. Vous n'allez pas ressentir le même effet. La pression que vous allez ressentir n'est pas la même, alors que la force exercée par les deux personnes est identique. Mais si on diminue la surface de contact, la surface d'action, la pression devient beaucoup plus forte. En termes d'unité,
pour cette relation donc, qui fait intervenir la pression et la force pressante. La force pressante, comme toute force, s'exprime en newton. La surface sur laquelle s'exerce cette force est en mètres carrés, et donc la pression s'exprime en newton par mètre carré. Sauf que on n'a pas conservé cette unité-là. On a attribué à la pression l'unité en référence donc au scientifique Pascal qui a notamment, entre autres, travaillé dans ce domaine. Donc Pascal symbole PA qui est donc équivalent à des newtons par mètre carré. Bon, le terme de pression vous est forcément familier quand on parle de la pression de l'air dans une roue de vélo par exemple ou de la roue d'une voiture, et cette pression-là, ou la pression atmosphérique, cette pression-là n'est pas exprimée en général en Pascal, elle l'est plutôt en bar. Donc voici la représentation d'un manomètre avec les deux unités qui sont représentées, le bar et le pascal, alors plus précisément le mégapascal, donc 10 puissance 6 pascal, et vous voyez la correspondance ici. 10 bars, c'est 1 mégapascal, donc 1 bar, c'est 0,1 mégapascal, 0,1 10 puissance 6, donc 10 puissance 5. 1 bar, 10 puissance 5 pascal. Cette correspondance-là, vous serez amené à l'utiliser fréquemment, parce que dans la vie courante, on utilise très souvent la pression en bar, alors que dans les calculs, dans les formules qui font intervenir la pression, c'est le pascal qui doit être utilisé. Donc pour résumer, la pression est issue des chocs des particules sur les parois du récipient qui contient le fluide. Parlons maintenant de température. Alors la température, en fait, c'est une histoire d'agitation microscopique. Vous avez ici la représentation de deux corps, un corps plus chaud, un corps plus froid. Les particules qui constituent ce corps sont en mouvement, les unes comme les autres. Donc là, on est sur des gaz, vous voyez que les molécules sont espacées les unes des autres. Et les petites flèches représentent en fait les vecteurs vitesse de ces différentes particules. On constate que pour une température plus élevée, eh bien, les particules bougent plus vite. Donc voilà, le lien, vous n'avez pas à en savoir plus, il est purement qualitatif. Plus la température est élevée, plus les constituants du fluide vont bouger rapidement. Alors, cette correspondance entre température et aspect microscopique a permis de définir en fait la température extrême, la température la plus basse qui soit. Cette température en fait correspond à un ralentissement extrême des particules, c'est-à-dire leur immobilité. Et on ne peut pas faire mieux que l'immobilité des particules. Cette température limite, infranchissable, s'appelle le zéro absolu. Et cette définition-là a permis également d'introduire une nouvelle unité de température qui est le Kelvin, et ce zéro absolu correspond à la température de 0 Kelvin. Il n'y a pas de température négative quand on l'exprime en Kelvin. La correspondance entre Kelvin et degrés Celsius est la suivante: 0 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius, et pour le reste c'est facile, c'est une simple translation, c'est-à-dire que si on augmente de 100 Kelvin, on va augmenter de 100 degrés Celsius. Donc à retenir, la température, c'est de l'agitation. Enfin, troisième paramètre étudié, il s'agit de la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est une notion qui a déjà été vue cette année. Ça correspond tout simplement à la masse du système étudié par son volume. Si on regarde l'aspect microscopique des choses, c'est la masse de toutes les particules divisée par le volume qu'occupent toutes ces particules. Mais on a déjà vu la distinction entre l'état liquide et l'état gazeux en termes de compacité, et on voit donc que l'état liquide correspond à un état condensé. On imagine mal qu'on puisse compresser davantage des molécules qui sont déjà les unes contre les autres. Il faut savoir aussi que ces molécules exercent une attraction les unes sur les autres. Et donc, il n'est pas possible, ou il est extrêmement difficile, de les éloigner aussi, ces molécules les unes par rapport aux autres. Donc, en fait, un liquide est incompressible et inextensible. Rigoureusement, c'est pas tout à fait vrai, mais on va considérer cette année qu'un liquide est quasiment incompressible et inextensible. Autrement dit, en termes de masse volumique, eh bien, puisqu'on n'est pas capable de faire varier le volume d'une certaine
quantité de matière d'une certaine masse, la masse volumique est constante. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un gaz, puisque les molécules sont espacées les unes par rapport aux autres, et il est tout à fait possible de comprimer un gaz ou de le dilater. Vous avez tous fait l'expérience, je pense, d'enfermer du gaz dans une seringue. Si vous appuyez sur le piston ou si vous tirez sur le piston, vous allez réussir, dans une certaine limite, vous allez réussir à modifier le volume, ce qui ne va pas être possible avec de l'eau. Donc dans le cas d'un gaz, il est compressible, il est extensible, sa masse volumique n'est pas constante et ça va avoir des petites conséquences sur l'une des lois qu'on va voir juste après. Donc maintenant on a vu là comment décrire avec 3 caractéristiques un fluide. On va voir comment se comportent ces fluides et notamment un gaz avec une loi qui s'appelle la loi de Boyle-Mariotte et qui relie en fait l'évolution du volume par rapport à l'évolution de la pression. Imaginons l'expérience suivante, on enferme un gaz à l'intérieur d'une seringue. Cette seringue est reliée à un manomètre permettant donc de mesurer la pression. Si on enferme le gaz sans l'avoir comprimé ou dilaté au départ, le gaz est à la pression atmosphérique normale et cette pression normale en moyenne sur Terre est de 1013 hectopascales. Pour faire simple, j'ai pris la valeur de 1000 hectopascales qui est lue sur le manomètre. Le volume de gaz enfermé est de 50 millilitres. Si j'appuie sur le piston, le gaz étant compressible, je vais diminuer le volume et naturellement, que va faire la pression? Eh bien, elle va augmenter. Imaginons donc qu'on diminue le volume jusqu'à 20 ml, eh bien, on va lire une pression qui va monter à 2500 hectopascales. Et on constate donc que si l'on multiplie la pression par le volume, dans la première situation, on arrive à une valeur de 50 000 hectopascales millilitres. Alors c'est une unité un petit peu particulière, mais dans le cas de la loi Boyle-Mariotte, finalement, ça a peu d'importance l'unité. Il faut juste être cohérent entre une situation et l'autre. Et si on fait la multiplication P2 fois V2, donc dans la deuxième situation, eh bien on constate qu'on obtient exactement le même résultat. Autrement dit, P1 fois V1 égale P2 fois V2. Et bien ça, c'est l'illustration de la loi de Mariotte que l'on peut écrire également sous la forme P fois V égale constante. Au cours donc des changements de pression ou de volume, on aura donc le produit des deux qui est constant. Dans évidemment la limite comme tout modèle, hein, ça a une certaine limite, si on diminue extrêmement le volume, là on va avoir une pression qui va devenir très très forte et la loi de Mariotte ne devient plus tout à fait correcte. Mais pour ce que vous avez en savoir et en utiliser, elle le sera toujours, on restera dans un domaine d'utilisation qui est tout à fait convenable et vous pouvez donc utiliser la relation P fois V égale constante. Donc quand vous avez un exercice qui vous décrit une situation d'un gaz qui va être comprimé ou au contraire étendu, eh bien il faut identifier pression de départ, pression finale, volume de départ, volume final avec les notations de l'énoncé. Vous aurez en général 3 des 4 données qui sont fournies, à vous de les identifier correctement et puis il faudra calculer la 4e valeur grâce à cette relation qui est ici. Alors maintenant, pour terminer, nous allons parler du comportement d'un liquide grâce à la loi fondamentale de la statique des fluides. Alors vous voyez que l'intitulé de la loi fait référence aux fluides et là je ne m'intéresse qu'aux liquides. Eh bien tout simplement parce que on l'a vu dans la 3e caractéristique des fluides que je vous ai évoqués, on a parlé masse volumique et on a vu que la masse volumique d'un gaz peut ne pas être constante, ce qui complique la loi fondamentale que l'on va voir. Donc là encore, pour faire simple cette année, on va se placer dans une situation qui est la plus simple possible, avec une masse volumique constante et donc cas des liquides. Voilà une expérience très simple à réaliser chez soi. Imaginez une bouteille d'eau percée d'un certain nombre de trous tous identiques, on remplit la bouteille d'eau et qu'est-ce qui va se passer? On voit évidemment que l'eau va s'évacuer par les trous, mais pas avec la même vitesse. Plus la vitesse est importante, plus la trajectoire de l'eau est tendue. Donc là, on voit que la vitesse est plus élevée que ici. Et qu'est-ce qui fait que la vitesse des particules qui sortent ici est plus forte que là? Eh bien, tout simplement parce que la pression qu'elles subissent n'est pas la même. Plus on va profondément,
plus la pression exercée est forte, et la pression exercée par qui, par quoi? Tout simplement par l'eau qui est située au-dessus. Vous avez davantage d'eau qui appuie sur les molécules qui sont là, donc elles vont être éjectées avec une vitesse plus importante que les molécules qui sont ici. Donc plus on s'enfonce dans un liquide, plus la pression devient forte. Si on regarde le schéma qui illustre la situation, un point B plus profond qu'un point A, la pression PB va être plus forte que la pression PA. Alors attention, en termes d'altitude, on représente toujours les altitudes avec un axe qui est orienté vers le haut. Un point plus bas, un point plus haut. En termes de profondeur, l'énoncé doit être bien interprété, parce que quand on dit qu'on s'enfonce à 10 mètres de profondeur, évidemment le point le plus profond c'est le point le plus bas, c'est le point qui aura l'altitude la plus petite. Donc attention à une bonne interprétation de l'énoncé. La loi fondamentale de la statique des fluides va nous permettre d'exprimer justement la différence de pression entre ces deux points, ou de calculer l'une si on connaît l'autre par exemple. Donc cette loi fondamentale, la voici. La différence donc de pression qui existe entre les deux points est égale au produit de trois grandeurs. D'une part, la masse volumique du fluide qui intervient. Je vous ai dit que le fluide pèse en quelque sorte sur les molécules qui sont plus basses. Plus la masse volumique du liquide est importante, plus ça pèse. Et quand on dit que ça pèse, c'est aussi parce qu'il y a attraction de toutes ces particules par la Terre. Donc l'intensité de pesanteur de la Terre intervient également dans cette relation. Et enfin, ce qui intervient, eh bien, c'est la différence d'altitude entre les deux points. Donc à noter, attention, regardez bien, les indices qui sont pour la pression et pour l'altitude sont inversés. J'ai écrit ici la relation pour que les soustractions Pb-Pa et Za-ZB donnent des résultats positifs. Le point B est plus profond que le point A, donc la pression est plus forte, Pb-Pa est bien positif. De la même manière, le point A est plus haut que le point B, donc la soustraction Za-ZB est positive. Vous rencontrerez peut-être dans votre livre, ou peut-être que votre prof vous donnera la relation avec les lettres A et B inversées. PA moins PB et ZB moins ZA, évidemment, ça reste tout à fait correct. Moi, j'ai pris le parti de l'écrire comme ça pour que les résultats soient positifs. Donc, les exercices vont vous amener en général, la plupart du temps, à calculer une des pressions connaissant l'autre, et connaissant bien sûr les différentes grandeurs qui sont ici. En termes d'unité, alors, la pression, on l'a vu tout à l'heure, s'exprime en pascal, chacune des pressions est en pascal, sachant que dans l'énoncé vous aurez peut-être des barres, donc attention à faire la conversion. La masse volumique du fluide est exprimée en kilogrammes par mètre cube, c'est bien une masse divisée par un volume, mais contrairement à ce que vous avez peut-être vu en chimie, là on ne va pas l'exprimer en grammes par millilitre. Alors pourquoi des kilogrammes par mètre cube? Vous allez comprendre juste après. L'intensité de pesanteur G, elle, est en newton par kilogramme. Donc pourquoi des kilogrammes par mètre cube? Parce que l'unité de l'intensité de pesanteur fait intervenir les kilogrammes et ça va permettre une simplification. Et d'autre part, la différence d'altitude ZA moins ZB est en mètres, d'où un volume exprimé en mètres cubes. Si on tient compte de la multiplication de ces trois unités, eh bien on a des kilogrammes divisés par des kilogrammes, kilogramme fois kilogramme moins 1. Vous avez ensuite, donc les newtons, eux, ils restent ici, et des mètres multipliés par des mètres à la puissance moins 3, autrement dit des mètres à la puissance moins 2. Donc tout ça est homogène à des newtons par mètre carré. Et les pascals, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est bien homogène à des newtons par mètre carré. Alors on va terminer par une petite application de cette loi fondamentale de la statique des fluides dans le cas de la plongée. Si vous avez fait de la plongée, vous savez sans doute que lorsqu'on s'enfonce de 10 mètres, lorsqu'on plonge, on augmente de 10 mètres de profondeur, la pression augmente de 1 bar. Donc comment peut-on vérifier cette donnée-là à l'aide de la loi fondamentale de la statique des fluides? Eh bien c'est relativement simple. Imaginons donc qu'on passe d'une profondeur 10 mètres jusqu'à une profondeur de 20 mètres. Donc PB, le point le plus bas, c'est à 20 mètres. PA, c'est la pression à 10 mètres. La masse volumique de l'eau,
ainsi que l'intensité de pesanteur, les voici. Donc on considère que c'est de l'eau pure, donc 1000 kg par mètre cube, l'intensité de pesanteur 9,8 Newton par kg, et on a dit qu'on allait d'un point A 10 mètres de profondeur jusqu'à un point B 20 mètres de profondeur, donc une différence de 10 mètres. ZA moins ZB vaut 10. Donc si je fais l'application numérique, ça vaut 1000, 1000 fois 10, ça fait 10 000, on arrive à 98 000 pour PB moins PA, soit 9,8 10 puissance 4, et je vous rappelle, Pascal, que 1 bar, c'est 10 puissance 5 Pascal. Autrement dit, PA moins PB vaut, PB moins PA, vaut 0,98 bar. Qu'est-ce qu'on voit apparaître là sur le petit schéma 1 bar. Donc vous voyez que l'approximation est tout à fait correcte. Alors juste pour terminer, quand on fait de la plongée, quelle est la pression que l'on subit? C'est évidemment la pression de l'eau qui est située au-dessus de nous, de la colonne d'eau, et qui dépend donc de la profondeur à laquelle on se situe. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette pression hydrostatique, on va rajouter la pression de l'air, du gaz qui est situé au-dessus, et cette pression de l'air, c'est la pression atmosphérique qui vaut approximativement 1 bar, pour être précis, en moyenne 1,0013 bar. Bon, on va considérer que c'est 1, et donc lorsqu'on plonge, la pression de l'eau s'ajoute à la pression atmosphérique. Autrement dit, quand on est à 10 mètres de profondeur, on subit donc 1 bar de pression dû aux 10 mètres d'eau, plus 1 bar de pression dû à la pression atmosphérique. Donc à 10 mètres, on est à 2 bars de pression, et on rajoute 1 bar tous les 10 mètres. Voilà pour cette petite illustration. Le chapitre est donc terminé. On se retrouve très très vite pour le chapitre suivant.